Ces voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférents. Aujourd'hui, j'ai appelé Anne-Sophie Novelle. Elle vit dans le sud-ouest. Cette journaliste s'est fait la promesse de mettre les sujets de climat et d'environnement à la une. Économiste de formation, elle s'est donnée pour mission d'enquêter sur les alternatives écologiques, le vivant et les médias. Vulgariser les enjeux et identifier les solutions au temps de l'urgence climatique. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, du rapport des médias avec les faits qui touchent au climat et à la nature. Avec Anne-Sophie Novelle, je parle du temps qui presse, en m'intéressant à la charte pour hisser le journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qu'elle a initiée. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus, et vous pourrez être surpris par sa proposition lorsque je lui demande quelle voix elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. J'ai voulu vous appeler parce que vous êtes l'une des initiatrices de la charte pour le journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je veux parler avec vous du rôle que doivent ou peuvent jouer les médias dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation du vivant. Mais d'abord, pour vous présenter, dites-nous comment êtes-vous devenue une journaliste et je crois que ce n'était pas votre première idée. En effet, j'ai fait moi une thèse d'économie sur l'économie du terrorisme plus spécifiquement. Et j'étais attirée à l'époque par le journalisme, mais je trouvais que c'était une voie un peu de garage, un peu compliquée. Et je m'étais dit que après ma thèse, j'irais plutôt bosser en ONG ou avoir un parcours en me disant, bah, si le journalisme t'intéresse toujours, et bah, tu auras travaillé, tu auras un réseau, une expertise, et ça sera peut-être plus simple de le faire ensuite. Sauf qu'en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à creuser ces questions de ressources et d'écologie, tout simplement, en me rendant compte que dans mon secteur de recherche, c'était pas un sujet, on mettait pas le sujet à la une. Et au-delà de ça, dans les médias, je trouvais peu d'informations. Alors que pour moi, de ce que j'en comprenais, c'est essentiel de le mettre en haut de la hiérarchie des sujets. Et donc, je faisais ma thèse en journée et la nuit, j'ai commencé à écrire un blog avec d'autres copains blogueurs qui s'appelait écoloinfo.com, sur lequel on partageait nos questionnements, nos façons de faire un peu alternatives. Et une fois ma thèse soutenue, j'ai mis en préambule de mon travail de recherche que j'allais dédier ma carrière à ces problématiques. Et les opportunités se sont présentées d'elles-mêmes, me laissant la possibilité de commencer à travailler avec d'autres journalistes et en fait, à en faire mon métier plutôt que prévu, tout simplement. Vous vous sentiez écologiste avant de devenir une journaliste, vous avez pris l'initiative. Souvent, on parle d'un déclic, d'une prise de conscience. Concrètement, comment ça s'est passé pour vous, la prise de conscience écologiste, si vous vous retrouvez dans ce terme? Bah, j'aimerais pas que les gens, en entendant ça, se disent que je suis encartée ou pensent que c'est une militante qui parle. Moi, j'avais l'approche de l'économiste qui comprenait que dans les modèles de l'économie classique enseignés dans les grandes écoles et universités françaises, on n'intégrait pas la question des ressources. On ne réfléchissait pas avec la finitude de notre monde et j'observais les mouvements altermondialistes qui commençaient à remettre en cause le discours dominant, pour le dire aussi simplement que ça. Et je me suis intéressée à ça en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de ça? Pourquoi ça reste à la marge? Alors qu'en effet, ce qu'il dénonce me paraissait essentiel. Et donc, j'ai commencé à questionner mon directeur de labo. J'ai été le voir, j'avais 20 ans, en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas l'eau, le carbone dans les modèles de commerce international? Pourquoi la finance n'en fait pas un sujet de... Et j'obtenais pas de réponse ou alors des choses assez simples qui dénaturaient en fait notre monde. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème en fait tout simplement. Et je ne concevais pas. Ben, voilà, on parle beaucoup de ceux qui bifurquent aujourd'hui. Ben, je pense qu'à ma manière, c'était une façon de bifurquer.
en me disant, ben, je ne conçois pas d'un modèle qui me paraît incomplet et inadapté aux réalités que l'on peut comprendre assez simplement quand on a 20 ans. Devenir journaliste pour moi, c'était me faire la promesse que j'allais devenir journaliste pour parler de ces questions et vraiment essentiellement parler de ces sujets pour essayer de les mettre à la une. Voilà, c'est comme ça que que j'ai décidé de vulgariser d'essayer de promouvoir plus largement ces problématiques. C'était en 2005, 2006, 2007, hein, cette prise de conscience. À un moment où on en parlait moins, bien qu'il y avait le Grenelle de l'environnement, la COP 15 qui avait lieu à Copenhague en 2009. On avait quand même des mobilisations, mais moins importantes que celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça participait d'un mouvement qui n'était pas émergent, hein, parce qu'il existe depuis la fin des années 70, mais voilà, quelque chose qui se construit et qui revient dans l'actualité à chaque fois de manière plus forte, on va dire. Je voudrais qu'on parle de ce qu'est une information sur un sujet écologique, un sujet d'environnement, de climat, de vivant. Je sais que le sujet du vivant est important pour vous et vous avez consacré de nombreux articles et de nombreuses enquêtes. Prenons l'actualité. Qu'est-ce qui fait qu'une info écologique ou écolo ou de nature à traiter de l'environnement arrive à la une des journaux aujourd'hui en 2022 par rapport à quand vous avez commencé, donc en 2007? Ouf, il y a plein de... Enfin, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le contexte a changé. On va dire à l'été 2018, il y avait eu une amorce au moment de la COP 21 qui a eu lieu en France, à Paris, au Bourget en 2015. Mais aujourd'hui, on a une réalité beaucoup plus palpable qu'auparavant. Les étés caniculaires, les incendies, couplés à des manifestations d'étudiants, marche pour le climat, des réseaux sociaux beaucoup plus engagés aussi, avec des youtubeurs pendant un temps et maintenant des figures qui prennent la parole de manière beaucoup plus incisive, font qu'on a un contexte qui rend cette réalité plus présente qu'elle ne l'était auparavant. Auparavant, dans les médias, quand on disait qu'on voulait parler du climat, il y avait souvent des réactions du type attention, faut pas en parler, c'est anxiogène, les gens vont couper, ils vont zapper. Moi, j'ai connu hein, des journalistes à l'antenne, notamment en radio, de service public, hein, qui en off avaient ce type de réflexe quand on en venait à parler de ces sujets. Donc voilà, on partait vraiment de très loin. Et surtout, la sensation que bah, le changement climatique, c'était un sujet, un, compliqué, deux, lointain, trois, ne nous concernant pas vraiment, donc pas vraiment important. Aujourd'hui, eh ben, cette réalité nous rattrape. D'un fait scientifique, on a basculé dans un fait social avec des effets palpables, des incendies, des inondations sur notre propre territoire, par la canicule, par ces catastrophes, et puis bah, surtout une éco-anxiété, une préoccupation pour l'environnement qui est montée en tête des préoccupations des Françaises et des Français. Donc tout ça fait que bah, il est difficile maintenant d'ignorer cette réalité. Et puis bah, on a, comme je le disais, des influenceurs, des personnalités sur les réseaux sociaux qui mettent une forme de pression qui n'existait pas auparavant et qui obligent d'une certaine manière à mieux considérer ces sujets. Donc en 2022, on rentre dans ces questions par la réalité telle qu'elle est observée de catastrophes, on va dire, naturelles, météorologiques, mais aussi bien souvent par l'activisme. Les jeunes qui marchent, qui arrêtent les autoroutes ou qui sont obligés de rentrer dans des musées pour symboliquement voilà, impacter les consciences en allant faussement salir des œuvres d'art, sont des façons d'interpeller par la force des images, par la force des actes. Qui dit force ne dit pas violence, hein, parce que ce sont des actions de désobéissance civile qui sont dans la non-violence, mais qui sont des façons de faire parler et de dire, mais voilà, vous pouvez vous offusquer, mais nous, ce qui nous offusque, nous préoccupe beaucoup plus que l'ignorance dont vous faites part au quotidien, sans vous préoccuper plus largement d'une problématique qui nous condamne à l'avenir. Euh, et, euh, et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, les médias commencent à rentrer dans la profondeur du débat
à essayer de mieux comprendre un message que ces scientifiques en rébellion essayent de faire passer également. J'accueille ça, on va dire, c'est bienvenu qu'aujourd'hui les médias commencent enfin à apporter un autre regard. On en est au début. Ça ne veut pas dire qu'auparavant personne n'en parlait, mais ça restait plutôt minoritaire. Quand aujourd'hui Radio France engage son tournant, que France TV dit mettre en place une cellule dédiée à la rédaction en chef, que TF1, voilà, bon, ça reste des médias qui sont très regardés par certaines générations, notamment les plus âgées, et donc qu'ils entament cette démarche me paraît utile. Après, je veux pas juger des confrères et des consoeurs, mon rôle n'est pas là. Otakima scrute voilà, ce qu'ils reçoivent eux comme message médiatique et de ce qu'on voit de leurs analyses, c'est qu'ils estiment que y a des efforts qui sont faits, mais qu'il y a encore des espaces de dissonance cognitive où certains sujets sont traités en ayant en tête ces préoccupations et d'autres sujets viennent juste se fracasser à ce qu'on vient de dire auparavant. Donc ça génère des contradictions dans la manière de comprendre ces sujets. J'ose espérer que voilà, leur travail pour mettre en avant ces incohérences va payer dans les mois qui viennent. Alors on l'a dit, vous avez proposé à votre profession mi-septembre 2022 de s'engager, de suivre les préconisations d'une charte, une liste en 13 points pour un journalisme qui doit se hisser à la hauteur de l'urgence écologique. Dites-nous pourquoi c'est important selon vous que les médias et les journalistes qui appartiennent s'accordent autour d'une charte et s'engagent dans cette voie. Pourquoi on passait par là? En fait, c'est un travail qui a été initié au printemps dernier par une vingtaine de journalistes de médias spécialisés dans les questions d'écologie ou de journalistes travaillant dans des rédactions plus mainstream, comme on dit. Et l'idée pour nous était de dire, rien n'encadre dans notre métier une pratique plus consciente et véritablement à la hauteur de ce que l'on sait scientifiquement sur ces questions de climat et d'extinction du vivant. On a voulu rédiger une charte s'adressant voilà, aux professionnels de l'information pour dire il existe et il est important que l'on se hisse sur ce socle-là pour regarder le monde différemment. Donc voilà, et nous, dans nos pratiques journalistiques, voilà ce qui nous semble être important. Et nous avons listé 13 points qui fonctionnent comme autant d'aiguilles, quoi, d'une boussole censée donner le cap à suivre. On sait que voilà, c'est difficile d'y aller du jour au lendemain, mais avoir en tête ce cap-là, ces principes-là, doit permettre justement d'aiguiller des pratiques différentes, de créer un contexte où on peut mieux les respecter. Sachant qu'il y a des points dans la charte quand ça concerne l'indépendance des rédactions, l'origine des financements. Les journalistes, seuls dans leur rédac, n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Mais les personnes qui sont aux manettes des aspects plus administratifs et financiers ont une responsabilité qu'ils peuvent endosser et ça peut faire l'objet d'un travail en commun avec l'ensemble de la rédaction qui s'initie sur le long terme. Donc voilà, c'était un peu notre idée de rappeler des fondamentaux qui nous paraissent essentiels et en disant on vous demande pas de devenir voilà, des journalistes tous spécialisés sur ces questions, mais d'avoir en tête ces considérations qui vous permettront peut-être de mieux questionner le monde que vous soyez journaliste spécialisé dans la politique, dans l'économie ou dans le monde culturel, tout simplement. Justement, quels sont les premiers signataires? Quel accueil vous avez reçu? J'ai pas regardé les chiffres récemment, mais on a à peu près 1600 journalistes qui ont signé en leur nom propre et vraiment des journalistes de tous horizons confondus. On a un peu plus de 150 rédactions, écoles, syndicats, collectifs de journalistes qui ont aussi voulu signer en leur nom propre. Et ceux qui n'y apparaissent pas, parce qu'on nous a dit, mais attention, vous n'avez pas Le Monde, vous n'avez pas France TV, vous n'avez pas ceci, cela. On leur a dit oui, mais on a échangé avec eux. Et en fait, qu'ils signent ou pas, c'est une chose.
qu'ils en parlent, ça c'était plus important pour nous, qu'ils développent leurs propres outils, leurs propres chartes, leurs propres réflexions. Pour nous, c'était déjà gagné de se dire, ben, au moins, on a créé un espace de débat. Donc, on était heureux d'être soutenu de manière aussi large, mais moi, j'étais encore plus heureuse de me dire, ben, avec ce texte, on a ouvert un espace de débat et il est impossible aujourd'hui d'ignorer ça. Et c'est ça qu'il faut le regarder, c'est-à-dire que du coup, il y a un effort collectif qui a été généré et que quand Radio France annonce son tournant ou que d'autres structures comme France TV, TF1 ou d'autres médias annoncent travailler sur leur propre charte, on peut être content de voir cette mobilisation. Après, c'est la force des faits qui, dans le temps, nous diront si ça a été respecté ou non et si cela a véritablement créé un changement de mentalité dans les lignes éditoriales. Alors parcourons quelques autres points. Vous avez parlé de la question du financement. Juste pour revenir en 2 mots sur ce point, vous faites référence donc au financement des médias par la publicité et peut-être un débat qui existe parmi les journalistes qui n'ont pas prise sur la publicité dans leurs journaux, sur la coexistence d'annonceurs qui auraient un impact défavorable sur le climat et leur propre production. C'est sur ce plan-là que se situe l'alerte. En fait, ce point n'apparaîtrait pas qu'on nous aurait reproché de ne pas l'avoir évoqué. Donc, on l'a pas mis pour cette raison-là, mais on sait très bien que la présence d'annonceurs, notamment, qui font le jeu d'une économie polluante, basée sur les ressources fossiles et ignorante des enjeux d'écologie, pose problème. Et c'est d'ailleurs ce qui a kidnappé la possibilité d'un débat dans ces sujets pendant très longtemps. C'est-à-dire que dans des médias qui étaient essentiellement financés par la publicité, avoir des propos expliquant que le développement de la mobilité automobile était nuisible à côté de grosses publicités pour des ventes de voitures ou SUV, ça a toujours voilà, posé problème. Donc, il faut accepter cette réalité. Et il faut aussi que cela puisse questionner les annonceurs, que ça les pousse aussi à se dire, bon, bah, est-ce que finalement, ce que l'on promeut est encore adapté à ce que l'on sait de la situation actuelle. Et au-delà de ça, bah, se pose aussi la question de l'indépendance des médias. On sait qu'aujourd'hui, le rachat par Bolloré de certaines rédactions provoque des licenciements pour les remplacer par des créateurs de contenu guidés par la force des algorithmes, où ce qui compte, c'est capter de l'attention et du clic. Et ça nuit au métier. Et donc, la charte devait faire apparaître ça. Et enfin, j'ai envie de dire, il y a des journalistes qui sont largement aidés par leurs audiences, par un public qui commence à se mobiliser en disant, mais attendez, nous, on aime cette émission, mais on ne comprend pas que une compagnie aérienne puisse faire de la publicité en amont ou après l'émission, alors qu'on vient de nous expliquer qu'il fallait justement faire attention à nos émissions de CO2. Donc voilà, tout ça doit nous interroger et ce point-là était crucial. On ne pouvait pas l'ignorer. C'est une réalité et en le faisant figurer sur la charte, c'est une invitation à dire ben, maintenant on ne peut plus faire abstraction et quand on a des annonceurs qui sont dans un propos complètement à l'opposé d'une ligne éditoriale, ça doit nous interroger sur nos valeurs et nos engagements. Un autre point crucial de cette charte, c'est ce que vous appelez dans la charte la transversalité. Vous dites que le climat, le vivant et la justice sociale sont indissociables. L'écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique. Euh, Pourquoi ces thèmes ne sont-ils pas encore assez traités de manière globale? C'est une question de formation des journalistes ou d'état d'esprit, j'allais dire, d'une évolution des états d'esprit à accomplir? Ben, euh, c'est pas que les journalistes, c'est toutes les professions, c'est toute notre conception du monde qui n'a pas été accoutumée à concevoir notre rapport à l'économie et à la société en ayant en tête cette problématique. Ça fait plus de 50 ans qu'on vit dans cette idée que le bonheur passe par l'accumulation de biens matériels, de richesses, et que la croissance peut aller à l'infini et que ce sera la clé
notre développement et d'un mode de vie, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, les sciences l'ont prouvé, ce n'est pas vrai. Mais au-delà de ça, on ne peut pas être dans un modèle de croissance infini. On va atteindre un certain nombre de pics sur certaines ressources, à commencer par le pétrole et d'autres matériaux et minéraux. Et donc, il y a aussi la réalité du changement climatique, enfin, plein de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on va dans le mur et que si on continue, on va vivre dans un monde à plus de 2 degrés qui sera juste invivable et très compliqué, juste parce qu'on aura aussi oublié ce lien avec les ressources que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça, ce ne sont pas des sujets abordés dans les cursus universitaires ou dans les grandes écoles. Jean Jouzel, le climatologue, vient de remettre il y a quelques mois un rapport sur l'enseignement supérieur en tirant la sonnette d'alarme justement sur ce manque d'enseignement des structures étudiantes comme Pour un réveil écologique ou les shifters sont des mouvements dans les écoles d'ingénieurs et ailleurs qui réclament plus d'enseignement et surtout plus de débouchés professionnels pour travailler ensuite dans des professions qui seront vraiment en phase avec cette nouvelle réalité. Et donc, dans les écoles comme ailleurs, j'ai envie de dire, on n'a pas enseigné ces problématiques. Alors, depuis 2, 3 ans, certaines écoles font des efforts. Moi-même, j'enseigne, par exemple, le journalisme environnemental depuis 3 ans dans plusieurs écoles de journalisme en France, et c'était bienvenu. Mais j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont dit, bah oui, on culpabilise, on a l'impression de rien comprendre, de rien connaître. Je dis, mais c'est pas votre faute, c'est le système qui ne vous a pas permis d'accéder à ces connaissances. Donc, maintenant, je suis là, je vous donne des guidelines, des éléments sur lesquels vous pouvez creuser. Il faut que vous soyez un peu autodidacte, à beaucoup vous renseigner. Et vous avez la chance d'être dans un monde où on peut trouver l'information plus facilement qu'avant, gratuitement. Donc profitez-en, regardez des documentaires, renseignez-vous sur la littérature. Voilà, donc ça progresse aussi. Et les écoles de journalisme ont compris qu'elles n'avaient pas le choix que de former des jeunes qui sachent lire un rapport scientifique et qui aient cette conscience-là. Mais ce que dit la charte aussi, c'est qu'il faut absolument que les journalistes en place dans les rédactions et qui ne sont pas en sortie d'école, hein, qui ont 40, 50, 60 ans, puissent aujourd'hui bénéficier de formations qui leur permettent de se faire une petite mise à jour de logiciels. Parce que bien souvent, les jeunes qui arrivent dans les rédactions ne sont pas forcément au poste décisionnaire et que c'est au-dessus d'eux ou d'elles que ça pose problème, que ça bloque. Donc ça génère des débats très intéressants et je pense que le métier de journaliste doit nous pousser à rester ouverts d'esprit, curieux et dans la controverse qui permet d'avancer. Donc, j'ai pu échanger avec différents journalistes qui sont là depuis longtemps, qui voient ces jeunes arriver, qui comprennent pas tout, mais qui sont heureux de pouvoir en débattre avec eux parce qu'ils comprennent aussi. Donc, voilà. Mais là encore, il faut du temps et il faut que ces formations se mettent en place pour pouvoir voilà, comprendre, enfin aider à comprendre quoi, et ensuite à l'intégrer dans les grilles de lecture et de questionnement du monde. Oui, parce que si on prend un exemple que tout le monde peut avoir en tête dans l'actualité récente, c'est par exemple le débat sur le transport des joueurs de football en jet privé ou en avion. C'est des sujets qui ont fait irruption quand même dans les journaux spécialisés, dans les journaux sportifs, et pas seulement dans l'actualité j'allais dire très très écolo. C'est ce type d'exemple qu'on peut avoir en tête, c'est comment un journaliste sportif peut, j'allais dire en termes de formation, s'approprier ces sujets, les ordres de grandeur. Ouais, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais à mes étudiants au printemps dernier à l'IJBA à Bordeaux. J'avais dans la classe les plus intéressés au premier rang et au dernier rang les journalistes sportifs, enfin ceux qui se destinaient à ces carrières-là. Je leur ai dit, mais vous, là-bas, attention, parce que vous avez la Coupe du Monde au Qatar qui arrive. Ça va soulever un certain nombre de débats, ce qui est en train de se passer, en fait, depuis quelques semaines. Et c'est pas parce que l'écologie n'est pas au cœur du métier que vous voulez exercer en tant que journaliste que vous n'aurez pas à comprendre ces problématiques et à les questionner. Et le sport peut être profondément politique. Et c'est pas juste le suivi de résultats sportifs, c'est-à-dire que cette industrie sportive a des conséquences en fait économiques importantes, politiques également, et donc vous devez être au courant de ces problématiques pour les avoir en tête, les prendre en considération et peut-être même en faire des sujets. Et là est l'idée en fait de se dire
sociologiquement, politiquement, économiquement, toute notre société peut être questionnée à travers ces enjeux. Et en fait, le plus important, c'est se dire que c'est pas une contrainte, ces questionnements. Ça demande du temps de compréhension, d'analyse, des données qui sont sacrément compliquées et qui évoluent très vite. Mais c'est aussi un formidable terrain de réinvention. Et ça, c'est ce qu'on retient moins dans la phrase souvent qui est formulée. Mais ces sujets-là doivent nous amener à profondément nous remettre en cause et à entamer une mutation, une métamorphose totale. Et donc, plutôt que de voir ce qu'on perd, il faut aussi voir ce qu'on peut véritablement y gagner. Élargir le traitement des enjeux, c'est ne pas renvoyer uniquement les personnes à leurs responsabilités individuelles dans le traitement de ces questions. Vous l'avez abordé un peu. Il s'agit aussi d'enquêter, d'un appel aux journalistes à ce qu'ils puissent enquêter au niveau plus systémique. On parle encore trop des éco-gestes et pas assez de ce qui devrait évoluer ou changer dans notre système. Ah oui, mais alors ça c'est pareil. Les éco-gestes sont un terme qui a été imposé par une politique gouvernementale avec des éléments de langage très clairs, cherchant à faire passer au public l'idée que chacun devait y mettre sa part. Ça, c'est très vrai. Chacun doit agir à son échelle. Mais là encore, il y a deux poids, deux mesures. Certaines études montrent que même si tout le monde faisait sa part, au maximum, ça ne représenterait que 40% des efforts à fournir. Et donc, il est important de cibler systématiquement le rôle des entreprises, le rôle des collectivités, le rôle d'industries fortement polluantes qui ne sont pas taxées à la hauteur des méfaits qu'elles engendrent. Et donc, l'idée est de dire, ben, ne soyons pas dupes et systémiques. Et donc, il est important de questionner la manière dont ça s'inscrit dans le système. C'est important, c'est important en effet j'allais dire professionnellement avec l'éthique journalistique d'interroger ce qu'on appelle le système, le fonctionnement de notre économie, d'autant plus que les citoyens ont ces mêmes interrogations. Les citoyens, en effet, sont préoccupés, mais surtout la notion de justice sociale est cruciale. On le voit bien sur les gilets jaunes. Les gilets jaunes sont partis sur les ronds-points contester une mesure qui leur était imposée et qui leur paraissait injuste et inappropriée par rapport à leur mode de vie. Sur ces problématiques, on va tous devoir changer, toutes et tous, on va avoir des efforts à fournir, mais certains ont plus de responsabilités. Parce que ils ont des modes de vie beaucoup plus polluants, bah, il faut leur demander beaucoup plus d'efforts. Et parce que certaines industries polluent plus que d'autres, bah, il faut là aussi qu'elles se remettent en cause plus fondamentalement et qu'on les accompagne bien évidemment pour proposer des solutions plus adaptées. Ce sont des sujets complexes et là-dessus, politiquement, il y a de vrais chantiers très compliqués. Et moi, je suis un peu affolée, d'ailleurs, à titre personnel, de voir à quel point aujourd'hui le gouvernement, sous prétexte de faire de la sobriété et de l'écologie, va imposer des choses sans passer par la case débat public et démocratique. Et ça, on ne peut que s'en affoler, alors qu'on devrait justement mettre ces sujets au cœur de nos sociétés, dans des espaces de débat où chacun et chacune puisse s'exprimer. Euh, le temps passe à toute allure. Je vais vous poser des questions en essayant d'avoir des réponses courtes, même si le sujet est vaste. Parlons un peu d'éco-anxiété. Je ne sais pas si pour vous, le fait de travailler chaque jour sur ces sujets, le péril écologique, vous provoque de l'éco-anxiété. Il y a de plus en plus de témoignages, en tout cas, de personnes qui se sentent mal à l'évocation des conséquences du changement climatique. Les médias sont une caisse de résonance de ces sujets. Les journalistes doivent-ils tenir compte de l'éco-anxiété qui est perçue par les lecteurs dans leur façon de traiter ces sujets? Oui, mais l'éco-anxiété est un sentiment à la fois de tristesse, de colère, d'impuissance, mais ce n'est pas que ça. Et notre rôle de journaliste, c'est peut-être d'accueillir ces ressentis, mais surtout de montrer où sont nos puissances d'agir. Et moi, c'est ce que j'ai toujours, dans mon exercice du métier en tout cas, de montrer ça.
Qu'en est-il de l'impact écologique du journalisme lui-même? Car comme toute activité humaine, le métier de journaliste peut avoir et a un impact. Comment on arbitre son propre impact, notamment son bilan carbone, avec la nécessité d'informer, d'aller sur le terrain? Ça, c'est un des points de la charte qu'on a voulu faire figurer. C'est signifier que l'activité journalistique s'inscrit dans une industrie, là aussi, hein, l'entreprise de presse, et qu'elle ne doit pas se soustraire aux obligations de respecter l'environnement et le climat aujourd'hui. Donc, il faut que l'entreprise de presse, en tant que telle, prenne ses responsabilités et que les journalistes, du coup, puissent avoir à leur disposition des moyens d'exercer en limitant leur impact. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de chantiers à lancer. Et là aussi, ça ne sera possible que si, derrière, les structures de presse rendent ça plus facile. D'où l'importance de le rappeler. Et heureusement, les solutions se multiplient aujourd'hui pour limiter. Voilà. Et puis, il y a des mesures de bon sens qui n'est pas d'envoyer 3 équipes pour le même reportage au même endroit en avion, quoi, tout simplement. On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, je demande à chaque invité de nous parler d'une de ces voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Anne-Sophie Novelle, quelle serait votre proposition pour nos auditeurs, nos auditrices? Alors, je n'ai pas envie de recommander une personne à lire, à écouter ou à voir. Je sors d'enquêtes qui m'ont beaucoup questionné sur notre rapport aux écrans, au numérique, au flux d'informations. Et je pense qu'on passe trop de temps derrière les écrans, entre 4 murs. Donc, j'inviterai tout le monde à aller dehors, se balader, essayer d'observer le vivant qui nous entoure et d'être plus attentif à ça de manière générale. Merci, on va suivre ce conseil. Je vais essayer de l'appliquer à moi-même pour un temps entre deux interviews. Merci beaucoup d'être passé dans mon émission. Je renvoie les auditeurs, les auditrices au site sur lequel figure la charte. Je le mettrai en description de l'épisode. On peut vous lire au fil de vos enquêtes dans différents médias, mais aussi vous retrouver en librairie autour de 2 sujets. Là, vous venez de parler du vivant. Il y a votre grande enquête sauvage qui est parue aux éditions La Salamandre. Et les médias, Le Monde et nous, un ouvrage chez Actes Sud. Merci Simon. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.